il faut vraiment sortir de la mentalité européenne. Parce que les Européens qui sont gentils, enfin, ils ont une vision du monde un peu bisounours, en fait. Et depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Donc ils ont une vision du monde irénique dans lequel c'est l'ONU, puis on va discuter, puis on va s'arranger, puis on va trouver des solutions, et puis la communauté internationale, la prévention des conflits. Enfin, vous voyez, toute cette espèce de discours gnangnan qui est dominant en Europe, ça ne veut absolument rien dire pour les autres, ça. Pour l'ensemble des autres, que ce soit des Américains ou des Chinois ou des Africains ou des Russes, bien sûr, ou des Israéliens ou des Arabes, c'est la compétition, voire l'affrontement. C'est ça qui domine. Donc les Européens ont peut-être à l'esprit une vision de l'organisation du monde qui est plus sympathique, qui est plus morale, qui est plus humaine, plus sensible que les autres, mais ce n'est pas du tout partagé. Et c'est là où, en ce qui concerne l'Europe, il y a un équilibre à trouver. Dans certains domaines, elle peut être, comment dire, exemplaire, elle peut indiquer une voie, quelque chose qui peut permettre à l'humanité d'avancer, mais dans d'autres cas, elle peut apparaître comme très nigaude par rapport au reste du monde. Dans un de mes bouquins, j'ai une phrase vache à un moment donné, j'ai dit « L'Europe risque de devenir l'idiot du village global ». L'idiot du village, tout le monde connaît. Le village global, par ailleurs, c'est ce qu'avait dit McLuhan, le sociologue canadien, il y a très longtemps, c'était très intelligent, sur le fait que l'information généralisée mettait tout le monde en communication. Et donc, l'Europe a tendance à penser qu'elle est la partie la plus avancée de l'humanité, que tout ce qu'elle a fait en termes de valeurs est bien, que ça va se propager petit à petit. Petit à petit. Et en fait, non, les autres, ils ont leur propre agenda, ils ont leur propre histoire. Les Européens ont dominé le monde pendant 3-4 siècles. Ils ont été les moteurs de l'histoire du monde. Les autres ne comptaient pas, en fait, à l'époque. Et puis après, il y a eu un petit siècle américain. Nous sommes en train de vivre un basculement. Non pas que les Occidentaux, au sens large, perdent leur pouvoir, qui est toujours énorme, toujours le plus important, mais ce pouvoir devient relatif. Le leadership occidental dans le monde devient relatif. Et sur n'importe quel sujet, il faut discuter. Il faut discuter avec d'autres. Et c'est ça qu'il faut intégrer, y compris dans des préoccupations comme tout ce qui touche autour de l'agriculture et l'alimentation. Dans une des dernières tentatives de relance de ce qu'on appelle le cycle de Doha, de la négociation OMC, l'accord a été bloqué par l'Inde, par exemple. Parce que l'Inde trouvait que les engagements pris par les Américains ou les Européens sur la réduction de leurs subventions à l'agriculture allaient pas assez loin compte tenu des ouvertures qu'on leur demandait en ce qui concerne leur marché industriel et des services. Mais c'est l'Inde, donc un émergent qui a notre sympathie, a priori. Vous voyez, c'est vraiment... c'est pas simple. Donc il ne faut pas croire que les choses vont naturellement dans le sens historique défini par l'Europe. L'Europe d'aujourd'hui, les mentalités européennes d'aujourd'hui, c'est le résultat d'une histoire très particulière. D'une histoire d'affrontement, d'une histoire très militaire, d'une histoire de conquête, d'une histoire très coloniale. Et puis il y a la Première Guerre mondiale, puis la Seconde. Et après, il y a une sorte de vision européenne qui est sympa, encore une fois, qui consiste à prendre au pied de la lettre ce qui a marqué dans la Charte des Nations Unies. Bon, c'est bien, nous, les peuples des Nations Unies. Mais les autres ont une autre vision. Et il y a beaucoup de peuples émergents qui veulent prendre leur revanche, au sens sportif. C'est-à-dire que vous avez gagné pendant longtemps, maintenant c'est nous. Mais certains veulent se venger aussi. Ils ne le diront pas comme ça, mais ça peut jouer sur certaines attitudes par rapport au reste. Il y a un débat à propos de la Chine, par exemple. Pas spécialement sur l'agriculture en Chine, mais il y a un débat sur l'attitude générale de la Chine. En disant, mais qu'est-ce qu'elle va faire de cette énorme puissance ? Alors, les spécialistes de la Chine, les sinophiles, qui connaissent l'histoire de la Chine, qui parlent le chinois, tout ça, disent, vous inquiétez pas, la Chine, c'est un pays hégémonique régionalement, donc évidemment, si on a un petit pays à côté, c'est embêtant, mais globalement, c'est pas du tout un pays qui veut convertir le monde à ses valeurs. Ils vont pas nous faire le coup des valeurs chinoises universelles. Bon. Donc ça va, ils ont une certaine indifférence par rapport au reste du monde, et dès lors qu'ils sont préservés dans leur identité, le reste, ça va. Donc c'est ça leur idée. Ils ne sont pas du tout comme les chrétiens qui ont passé des siècles à vouloir convertir le monde entier, ni comme les musulmans qui sont, une partie d'entre eux, en phase très prosélyte. Donc les Chinois, c'est différent. Donc ça, c'est ce que disent les spécialistes de la Chine.
Mais les spécialistes de la géopolitique ou de l'énergie disent pas ça du tout. Ils disent oui, c'est peut-être vrai historiquement, mais quand un pays d'1,3 milliard d'habitants a tellement de besoins pour alimenter cette espèce d'énorme machine qui décolle comme une fusée et qu'ils ont besoin de sécuriser les approvisionnements en énergie, matières premières, ceci, cela, terres cultivables, bon, et qui résonnent à 20, 30, 40, 50 ans d'avance, parce que ce n'est pas un système démocratique, donc il n'y a pas d'élection, donc les sondages, ils s'en fichent, donc, etc. Donc ils avancent comme ça, donc ils ont une planification qui les guide à très très long terme. Les spécialistes de la géopolitique disent que ça ne peut pas ne pas conduire à des comportements de puissance. Et donc quand ils ont un accord avec tel pays africain important pour eux, ils essaient de trouver des bases sur le chemin, et puis de les sécuriser. Et puis maintenant, ils développent une marine de haute mer, alors qu'ils n'en avaient plus depuis le XVIe siècle. Bon, donc le Pentagone s'inquiète, même si c'est aussi un prétexte pour eux. Donc ceux-là disent, écoutez, inévitablement, la Chine aura un comportement de puissance. Donc qu'est-ce que ça donne après Chine, États-Unis? Bon, vous voyez, on est obligé de réintégrer. On ne peut pas penser des questions agricoles ou écologiques ou sanitaires ou n'importe quoi, ou l'éducation, enfin toutes les questions dont on s'occupe dans les réunions des Nations Unies. On ne peut pas les penser indépendamment de la compétition de la puissance. Ça, c'est le point clé. C'est le point clé. Ça ne veut pas dire que c'est sans solution, ça ne veut pas dire que c'est tragique, ça ne veut pas dire que ça conduit à des affrontements. Après tout, au XIXe siècle en France, après le congrès de Vienne de 1815, la paix était à peu près, l'Europe était à peu près stable, la paix était à peu près assurée, sauf la guerre de Crimée pour d'autres raisons, mais il n'y a pas eu des guerres à répétition dans toute l'Europe. Et quand il y a eu la guerre de 14, ce n'est pas le résultat de ça, c'est plutôt l'abandon de la bonne vieille réale politique qui avait stabilisé les choses pendant longtemps par des dirigeants aventureux en Allemagne et dans d'autres pays. Mais donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas gérer le monde. Et moi je pense qu'à partir du cadre du G20 et la réalité du monde et la prise de conscience de l'interdépendance, y compris par les Chinois et d'autres, je pense que c'est gérable. Je ne suis pas d'un naturel pessimiste, et même intellectuellement, je ne fais pas une analyse pessimiste, je fais une analyse réaliste, qui me semble que l'idéalisme européen, qui est sympathique encore une fois, mais l'utopisme européen, le goût des Européens et des Français pour les chimères, souvent les affaiblissent par rapport à cette compétition-là. Il ne faut pas verser donc dans l'inquiétude excessive. Par exemple, dans l'affaire de Libye, on peut avoir des points de vue différents sur l'affaire de Libye. Moi, j'ai approuvé la décision qui a été prise de ne pas laisser faire le massacre de Benghazi par Kadhafi. Ça a d'ailleurs été rendu possible largement parce que la Ligue arabe a lancé un appel demandant une aide pour que Benghazi ne soit pas massacré. C'est ça qui a déclenché le vote aux Nations Unies en termes techniques. Mais ce qui est très frappant dans ce vote, c'est que la Chine se soit abstenue. Donc je prends ça dans un autre sujet, mais pour raccorder à notre débat, que la Russie et la Chine, qui détestent ce genre de choses, c'est pas l'ingérence au sens kouchnérien, c'est l'ingérence au sens Nations Unies, Charte des Nations Unies, chapitre 7. Au titre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité peut décider de l'emploi légal et légitime de la force dans une situation donnée. Encore faut-il qu'il y ait au moins 9 voix et qu'il n'y ait pas de veto. Et les 5 puissances à veto peuvent bloquer. Donc ce qui est très frappant dans ce cas, c'est que la Chine n'a pas osé mettre le veto. Or la Chine déteste ça, parce qu'elle se dit un jour on va nous sortir des textes comme ça sur le Tibet, le Xinjiang, la Mongolie intérieure et compagnie. Ils détestent ça. Mais ils n'ont pas osé mettre le veto. Donc ça veut dire qu'en Chine, les gens qui décident de la ligne de la Chine, la dizaine de personnes qui dirigent la Chine, se sont dit on déteste ça, ils nous cassent les pieds, les Occidentaux ne changeront jamais, ils veulent faire la justice partout, etc. Mais si on met le veto, il y a un prix à payer. Et le fait qu'il commence à y avoir un prix à payer pour un pays comme la Chine à se mettre à rebrousse-poil de la communauté internationale, parce que là, c'est le seul moment où on peut parler de communauté internationale. Et si le Conseil de sécurité arrive à voter un texte sans veto, c'est le seul moment, c'est instantané peut-être, mais là on peut. Donc ça, c'est un signe encourageant qu'on peut appliquer, à mon avis, à d'autres questions comme l'agriculture ou l'écologie ou la santé publique. Par exemple, dans la conférence de Copenhague, et puis je vais m'arrêter pour qu'on ait un échange, si vous voulez bien. Dans la conférence de Copenhague sur les questions écologiques, je ne sais pas si vous vous rappelez des commentaires avant, des commentaires après. Les commentaires avant, c'est que c'était la conférence de la dernière chance, après c'est la fin du monde, tout ça.
Et d'autre part, l'Europe arrivait tout à fait sûre de son bon droit en mettant cette question au tout premier plan. Maintenant, la plupart de ceux qui avaient mis la question du CO2 au premier plan l'ont oublié parce qu'ils sont préoccupés par l'affaire nucléaire. C'est curieux comme les opinions changent de pied, vous voyez, c'est complètement contradictoire. En tout cas, avant Copenhague, c'est ça l'idée dominante. Les Européens arrivent et ils tombent sur un mur. Ils tombent sur un mur parce qu'Obama, qui n'est pas contre, qui a plutôt une certaine sympathie par rapport à ça, il ne va évidemment pas engager son crédit, alors qu'il n'a pas le Congrès derrière lui, et qu'il a besoin de tordre le bras du Congrès ou de les séduire, ou de les convaincre un par un pour faire passer l'assurance maladie qui est sa priorité. Donc il ne va pas se lancer dans une opération complètement incertaine sur ce sujet. Et, bon, mais ça, ils devaient le savoir avant, les Européens. D'autre part, les émergents, c'est absolument évident que les émergents ne vont pas arriver en disant « Ah oui, on a compris, c'est épouvantable, l'histoire du CO2, c'est horriblement dangereux, donc on va tout arrêter pendant une cinquantaine d'années, jusqu'à ce que vous ayez trouvé des technologies super géniales qui permettent de développer un pays sans CO2. Et d'ici là, on va attendre, et vous nous les donnerez gratuitement le moment venu, et d'ici là, on ne fait rien, on ne bouge plus. » Impensable, grotesque. Grotesque, c'est évident. Et en plus, ces pays sont très souverainistes. Justement, ils considèrent que ça suffit l'époque où les Occidentaux se faisaient passer pour la communauté internationale, donnaient des leçons, des sanctions, des injonctions, des conditionnalités, ceci, cela. Les autres commencent à dire ça suffit, ça suffit. On a notre propre vision. Donc c'était évident dès l'origine que Copenhague ne pouvait pas marcher. Et c'était une erreur terrible d'avoir dit à l'avance c'est la réunion de la dernière chance, c'est très important, l'avenir de l'humanité. Bon, c'était sûr que ça ne pouvait pas marcher. Donc voilà un exemple typique. Je dis rien sur le fond, hein. Je ne critique pas les objectifs qui étaient fixés sur le fond par les participants européens, mais la présentation politique et psychologique nous permet de mettre le doigt sur une sorte d'égocentrisme, voyez, européen, qui voit les choses par rapport à ses propres valeurs et qui ne mesure pas le fossé qu'il y a avec les autres, et notamment les pays émergents.